Le doute dans la vie de chercheur, c'est normal. Spécifiquement, si vous travaillez à la frontière de la recherche, vous n'êtes pas nombreux travaillant sur certaines questions. La conséquence est qu'il faut être convaincu par l'importance des questions que vous posez. Il faut avoir également un petit réseau, des collègues, des relations amicales. Ça aide beaucoup parce que vous pouvez échanger. Ça, c'est important également. Au début de chaque journée de fouille, je pense à tout ce qu'on pourrait découvrir. Et puis finalement, je vais faire une toute autre découverte. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Pour cette deuxième saison du podcast Dans les pas d'Archimède, 6 chercheuses et chercheurs d'Aix-Marseille Université nous racontent en détail l'histoire d'une formidable découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, nous donnons la parole à Victor Girsa, directeur de l'Institut de neurosciences des systèmes à Marseille. Il est à l'origine d'un projet de cerveau virtuel conçu pour améliorer la prise en charge des pathologies du cerveau. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je m'appelle Victor Girsa. Je dirige l'Institut de neurosciences des systèmes à Aix-Marseille Université. Je suis directeur scientifique du projet du cerveau virtuel et aussi directeur scientifique de l'infrastructure européenne eBrains. Le cerveau virtuel est une technologie que nous développons avec une équipe pluridisciplinaire depuis à peu près 20 ans. Son principe, c'est de modéliser le cerveau d'un patient pour aider les médecins à mieux prendre en charge les maladies du cerveau. À l'époque, j'étais aux États-Unis. Nous avons travaillé dans un consortium ensemble avec mes collègues. Nous avons été convaincus que le cerveau fonctionne comme un réseau de neurones. Effectivement, ce n'est pas une trivialité. Ça, à l'époque, on était considéré un peu exotique. C'était les années 1995, les débuts de 2000. Imaginez le suivant. Si vous avez un accident, par exemple, suite à un accident, il y a un impact sur une aire cérébrale, mais ça, la conséquence de cet impact dans une aire peut être que ça va rendre dysfonctionnelle une autre aire qui n'était pas du tout touchée, une autre aire saine. Donc, c'est l'effet de réseau. Donc, ça nous a fait réaliser qu'il faut utiliser des autres outils, des outils qui n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est standard. Tout le monde parle de la connectivité, du connectome. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Et nous avons été convaincus qu'il faut prendre cette approche. En 2005, nous avons créé un consortium. Donc, nous avons obtenu un grand financement sur 5 ans. Le consortium leader à l'époque, c'était Dr. Randy McIntosh. Vers la fin de ce projet, nous avons réalisé que personne, même pas Randy ou même pas moi, on aurait été capable à faire tout le travail seul dans notre laboratoire. Donc, ça nous a dit l'impression, ça, il faut formaliser et mettre dans une plateforme pour aider tous les autres laboratoires. On était dans une bar, on a discuté. La bière peut aider dans certaines conditions. Donc, nous avons griffonné sur les serviettes, les formules, la structure du cerveau virtuel. À ce moment, on a décidé à renouveler ce consortium. Ça a bien fonctionné. On a obtenu une autre 5 ans de financement. Le cerveau virtuel était né. Le cerveau virtuel est caractérisé par l'intégration des données de patients.
c'est les données d'imagerie du patient. Donc, sur un côté, il faut avoir les capacités à traiter des données d'imagerie. Sur l'autre côté, il faut traiter et analyser les données. Donc, on parle de traitement des signaux. C'est un enjeu d'ingénierie. En plus, si vous voulez comprendre les causes qui soutiennent certaines maladies, des causes pathophysiologiques, on dit aujourd'hui, il faut les modéliser. C'est ça, le cerveau virtuel. C'est la fusion entre notre connaissance dans les neurosciences et les données. Et spécifiquement, pas les données génériques, mais les données de ce patient-là. On parle de n égale 1. On est capable de fusionner les données avec le modèle et créer un jumeau numérique. C'est la première fois qu'on est capable de le faire. Et ça, c'était essentiel pour la translation clinique. Parce que quand vous souhaitez diagnoser, soigner un patient et sa maladie, il faut le faire pour ce patient-là, pas pour une cohorte de patients. Et ça, c'était une des grandes ruptures que nous avons créées avec le cerveau virtuel. Concrètement, le patient passe par une première étape d'imagerie. Normalement, c'est une IRM qui nous donne la capacité à reconstruire numériquement la géométrie du cerveau du patient et sa connectivité. Ça, c'est la première étape d'imagerie. C'est complètement non-invasif. Puis, le médecin doit prendre une décision. Dans l'épilepsie, par exemple, nous cherchons la zone épileptogénique. C'est quelque chose qu'on peut exprimer mathématiquement dans le modèle. Donc, c'est ce que j'ai appelé la cause pathophysiologique. Dans une autre maladie, ça peut être les lésions de la sclérose en plaques. Donc, ça, on peut exprimer dans le cerveau virtuel. Après, le médecin doit enregistrer les données fonctionnelles. Ça veut dire qu'elles sont liées à l'activation du cerveau. Dans l'épilepsie, ça peut être l'électroencéphalographie, ou très fréquemment chez les patients épileptiques, c'est invasif. On parle de la SEG, donc c'est électroencéphalographie stéréotactique. Donc c'est très invasif, on met les électrodes directement dans le cerveau. Ça nous permet à enregistrer les données de l'activation du cerveau du patient. Et dans le cas d'épilepsie, ça peut être une crise. On cherche des crises. Avec les outils que nous avons développés, on peut utiliser ces outils et reconstruire la zone d'épileptogénique dans le cerveau virtuel. Et avec une approche de validation, le médecin peut après valider et développer une mesure, une métrique de fiabilité, effectivement, de confiance qu'on peut avoir dans ces résultats. Ça, c'était également très nouveau. Aujourd'hui, on est capable de virtualiser les cerveaux des patients épileptiques. Donc, on crée un jumeau numérique, si vous voulez. Donc, on fait une virtualisation, on fait une estimation de la zone épileptogénique, et puis on fournit les résultats avant la chirurgie. Et le médecin prend en compte ces résultats. Nous faisons des simulations, des crises pour chaque patient, et ça nous permet effectivement à mieux juger où il se trouve la zone épileptogénique, et améliorer effectivement le taux du succès de la chirurgie. Ça, rétrospectivement, nous avons déjà montré que ça fonctionne. Et la raison pourquoi ça fonctionne très bien, c'est parce que les médecins ont accès au cerveau juste dans une petite
partie du cerveau qui était enregistrée. Mais nous faisons une modélisation du cerveau complet. Donc, ça veut dire également avec les aires qui sont inaccessibles pour les médecins. Et là, nous avons montré qu'un tiers de toutes les zones épileptogéniques tombent dans ces aires qui ne sont pas accessibles pour le médecin et qui sont liées clairement au échec ou succès de la chirurgie. Si vous regardez l'historique de la statistique du taux du succès de la chirurgie, pendant les dernières 40 ans, ça n'a pas changé. Si vous regardez toutes les épilepsies ensemble, le taux du succès de la chirurgie, c'est environ 60-70%. Ça veut dire qu'environ 30 à 40% des chirurgies sont des échecs. Là, c'est où on peut aider avec notre approche utilisant le cerveau virtuel. La plus petite amélioration, juste 5% par exemple, ça va déjà aider des milliers de patients. Pour l'épilepsie, nous avons juste terminé l'essai clinique Epinof. La dernière inclusion des patients a été faite. La dernière randomisation des patients a été faite. Donc, maintenant, on attend la chirurgie du dernier patient. Après, il faut attendre 1 an pour voir si la chirurgie, c'est un succès ou c'est un échec. Donc, ça on verra si le patient montre les crises ou non après la chirurgie. Quelque chose qui me rend très fier dans ce parcours, c'est le fait qu'on ait été capable à personnaliser le cerveau virtuel et développer une approche de jumeaux numériques. C'était inimaginable à l'époque. L'autre aspect est la culture scientifique qu'on est en train de mettre en place dans l'infrastructure européenne. eBrains. Il y a 11 pays européens qui soutiennent eBrains avec des competence centers. Nous avons créé une infrastructure qui héberge tout ça et qui permet, par une seule portail, vous entrez dans un monde numérique où vous avez accès à tout. Ce n'était pas imaginable à l'époque. Aujourd'hui, ça devient possible parce que votre laboratoire, c'est une extension numérique et on peut aborder des grandes questions. Un nouveau projet que nous avons développé, c'est dans la psychiatrie, particulièrement la schizophrénie. La psychiatrie, c'est un des domaines où la neuroimagerie n'a pas trop contribué, effectivement. Là, nous avons développé une approche qui nous permet, utilisant le cerveau virtuel, à mieux contrôler les médicaments pour des patients. Donc ça, c'est tout nouveau. On a interrogé les psychiatres, leur demandé quelles sont vos plus grandes questions, les plus grands obstacles que vous avez. La réponse que nous avons reçue est le suivant. Dans la schizophrénie, je dois donner un médicament à ce patient-là. Ça peut être clozapine 5 mg. Ici, vous allez avoir 5 mg. Quand vous allez à Toulouse, vous allez obtenir 20 mg. À Berlin, 150 mg et à Milan, 70. On ne sait pas comment le contrôler. C'est l'expérience de chaque clinicien personnel, effectivement. Donc, ça, c'est un des grands enjeux. Le deuxième grand enjeu, effectivement, à quel moment dois-je changer le médicament de clozapine à amulsulpride, par exemple? Quand? On n'a pas des règles. Donc, si vous pouvez formaliser cette question, combien au niveau de concentration pour chaque molécule, pour chaque médicament, et quand
changer le médicament d'un médicament à un autre. Ça va nous aider beaucoup. Mon message aux jeunes chercheurs est simple. Osez à rêver, analysez bien vos rêves, et puis ayez le courage à mettre en place une feuille de route claire, bien organisée, qui va vous permettre à rendre vos rêves réalistes. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, le JICAM. Il a été monté par Méry Royer et la musique a été composée par HDV. Le mixage a été réalisé par le studio Medusa Prod. Un grand merci à Victor Girsa pour sa participation.